Avez-vous déjà songé à ce que vous seriez prêt à sacrifier pour sauver votre famille, même si cela signifiait renoncer à l'amour de votre vie? En décembre 1920, à Paris, un jeune couple posa pour une photo en studio, persuadé qu'il s'agissait de leur dernier instant ensemble avant de fuir. Mais quelques heures plus tard, près de la gare de Lyon, quelque chose se produisit qui bouleversa leur destin pour toujours. Et des décennies plus tard, une découverte inattendue révéla un secret que la famille avait soigneusement dissimulé. Aujourd'hui, vous allez connaître cette histoire dramatique, inspirée de faits réels historiques, où chaque choix a marqué des générations. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide à continuer à partager ces récits inspirés de la mémoire et des photos oubliées. Cette photo jaunie, retrouvée dans les archives du studio Delmas en 1987, montre un couple élégant posant devant un décor de velours rouge. Mais si vous regardez attentivement les yeux de la jeune femme, vous verrez quelque chose que seuls ceux qui connaissent l'histoire peuvent comprendre. Ce sont les yeux de quelqu'un qui sait qu'en 3 heures, elle devra choisir entre sauver sa famille de la ruine ou vivre l'amour de sa vie. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi André Lambert a attendu sur ce quai de gare jusqu'à ce que le dernier voyageur disparaisse, comprenant enfin que l'absence de Madeleine était la plus grande preuve d'amour qu'elle pouvait lui offrir. 18 décembre 1920. Studio photographique Delmas, rue Le Pic numéro 47, Montmartre. Le photographe, habitué aux couples de mariages arrangés, remarque immédiatement quelque chose d'étrange chez ces deux jeunes gens. Ils se tiennent la main, mais leurs doigts tremblent. Ils sourient, mais leurs lèvres sont crispées. Et surtout, ils ont payé d'avance, en liquide, demandant que la photo soit prête dans l'heure. Les registres du studio, conservés aux archives municipales de Paris, montrent cette entrée inhabituelle. Client du 18 décembre, urgence absolue, 2 copies demandées. Madeleine Fournier avait 19 ans, mais dans ses yeux se reflétait le poids d'une vie entière de soumission. Fille de commerçant prospère de Saint-Denis, elle avait grandi en voyant sa mère accepter en silence les colères de son père. Un souvenir particulier la hantait encore. Elle avait 7 ans quand elle avait vu son père gifler sa mère pour avoir osé contredire un client. Sa mère s'était excusée. Ce jour-là, Madeleine avait compris que dans sa famille, l'amour n'était qu'un luxe que les femmes ne pouvaient pas se permettre. André Lambert, 24 ans, se tenait à côté d'elle avec cette fierté particulière des hommes qui n'ont rien mais refusent de baisser la tête. Typographe dans une imprimerie de Belleville, il gagnait à peine de quoi survivre. Ce que Madeleine ne savait pas, c'est qu'André portait un secret qui le rongeait. Il savait à peine écrire. Il pouvait lire, oui, déchiffrer les textes politiques qu'il adorait, mais former des lettres sur le papier était une torture qu'il cachait soigneusement. Les lettres d'amour qu'il lui avait envoyées avaient été dictées à un collègue, moyennant quelques francs qu'il ne pouvait pas se permettre de dépenser. Le photographe ajuste son appareil. Madeleine pense à sa mère, alitée depuis 3 mois, qui rêve de la voir mariée à Charles Dubois, ce jeune avocat qui pourrait sauver la boutique familiale de la faillite. Les dettes s'accumulent depuis la guerre. Son frère Henri a perdu son emploi à la banque et survit grâce à un poste d'assistant comptable que le père de Charles lui a procuré. Si elle fuit ce soir, Henri perdra ce travail. Ses 3 neveux, le ventre déjà trop souvent vide, souffriront encore plus. André serre sa main plus fort. Il pense aux 23 francs cachés dans la doublure de sa veste. 3 jours de salaire économisés franc par franc depuis 6 mois. Le billet de train pour Lyon-Perrache, départ 21h47. Là-bas, un ami du syndicat lui a promis du travail dans une imprimerie. Il pourrait recommencer, loin des regards, loin des jugements. Ce qu'il n'a pas dit à Madeleine, c'est qu'il doit aussi 50 francs à un usurier de Belleville, une dette de jeu contractée dans un moment de désespoir. S'il ne part pas ce soir, les hommes de main viendront le chercher demain. Le flash explose. Sur la plaque de verre, leur image se fige pour l'éternité. Madeleine porte une robe empruntée à sa cousine. André, un costume loué pour l'occasion. Ils ont l'air de ce qu'ils ne sont pas.
un couple respectable prêt à fonder une famille approuvée par la société. Mais le photographe, avec ses années d'expérience, voit autre chose. Il voit la façon dont elle s'accroche à son bras comme si elle allait se noyer. Il voit la mâchoire crispée d'André, cette tension qui trahit un homme sur le point de tout risquer. Ce que personne ne sait encore, c'est que dans 3 heures exactement, à 200 mètres de la gare de Lyon, Henri Fournier attendra sa sœur dans l'ombre. Le père, soupçonneux, l'a chargé de la suivre. Et Henri, qui aime sa sœur mais aime encore plus ses enfants, fera ce qu'il doit faire. Pas par cruauté, mais par cette forme terrible d'amour qui consiste parfois à briser le cœur de ceux qu'on aime pour les protéger d'eux-mêmes. 6 mois plus tôt, juin 1920. Paris se remettait lentement de la guerre. Dans les rues de Belleville, les veuves en noir croisaient les mutilés de guerre, et l'odeur de la pauvreté se mêlait à celle du pain rationné. André travaillait 12 heures par jour dans l'imprimerie Marchand et Fils, composant des tracts syndicaux qui parlaient d'un monde meilleur, un monde où les hommes comme lui pourraient aimer les femmes comme elles. Leur première rencontre avait eu lieu par hasard, ou peut-être par ce destin cruel qui aime rapprocher ceux qui devraient rester séparés. Madeleine accompagnait son père pour une commande de cartes de visite à l'imprimerie. André était penché sur les caractères de plomb, concentré pour ne pas faire d'erreur. Quand il avait levé les yeux et croisé les siens, quelque chose s'était brisé en lui, ou peut-être s'était réveillé. Les archives du syndicat des typographes conservent encore une lettre qu'André dicta à son collègue Jean-Baptiste après cette rencontre. Il y parle d'une déception personnelle, mais entre les lignes, on peut lire l'espoir fou d'un homme qui vient de découvrir que la vie pourrait avoir un sens. Madeleine, de son côté, avait ressenti cette attraction interdite, ce vertige de voir dans les yeux d'un ouvrier plus de noblesse que dans tous les salons bourgeois qu'elle fréquentait. Leur rencontre clandestine avait commencé innocemment. Un sourire échangé quand elle revenait chercher les commandes. Un mot glissé dans un paquet. Puis, un soir de juillet, elle avait osé l'attendre à la sortie de l'imprimerie. Ils avaient marché jusqu'au canal Saint-Martin, parlant de tout et de rien, évitant soigneusement de mentionner l'impossible. André lui racontait ses rêves de justice sociale, les réunions syndicales où l'on imaginait un monde sans classe. Madeleine l'écoutait, fascinée par cette passion qu'elle n'avait jamais vue chez les hommes de son milieu. Mais parfois, au milieu d'une phrase enflammée sur l'égalité, André laissait échapper une remarque amère sur les bourgeois parasites, et elle sentait la piqûre de l'insulte involontaire. Elle baissait les yeux, honteuse de sa robe trop belle, de ses mains trop douces qui n'avaient jamais travaillé. Le pire était venu en août, lors de la fête de l'Assomption. André l'avait emmenée dans un bal populaire près de la place de la République. L'alcool coulait, les couples dansaient avec cette liberté que Madeleine n'avait jamais connue. Mais quand un ancien collègue d'André s'était approché, visiblement ivre, et avait lancé en riant qu'André s'était trouvé une petite bourgeoise pour s'élever dans le monde, elle avait vu la rage dans les yeux de son amour. André avait failli frapper l'homme. C'est elle qui l'avait retenu, mais le doute s'était installé. L'aimait-il vraiment, ou était-elle sa revanche sur un monde qu'il avait toujours méprisé? Ce doute la rongeait encore plus quand elle rentrait chez elle et trouvait sa mère de plus en plus faible. Les médicaments coûtaient cher, trop cher. Le docteur Moreau avait été clair lors de sa dernière visite, dont le reçu était conservé dans les archives familiales. Sans un traitement coûteux, Madame Fournier ne passerait pas l'hiver. Charles Dubois, le prétendant choisi, avait déjà proposé de payer tous les frais médicaux dès que les fiançailles seraient officielles. Une nuit de septembre, Madeleine avait failli tout avouer à André. Ils étaient assis sur un banc près de Notre-Dame, et elle avait commencé à parler de sa mère, de la maladie, de l'argent. Mais André l'avait interrompue avec une de ses tirades sur les médecins bourgeois qui laissaient mourir les pauvres. Elle s'était tue, comprenant qu'il ne pourrait jamais comprendre son dilemme. Comment expliquer à un homme qui avait vu sa propre mère mourir, faute de soins, que l'argent de Charles pourrait sauver la sienne? C'est en octobre qu'André avait proposé la fuite. Les grèves des cheminots menaçaient de paralyser le pays, mais il avait réussi à obtenir l'assurance qu'un train partirait le 18 décembre. Un ami à Lyon, Pierre Dufour, ancien typographe devenu patron d'une petite imprimerie, lui offrait du travail.
Le rêve semblait possible. Une nouvelle vie, loin de tout. Mais Madeleine savait ce qu'André ignorait. Selon la loi française de l'époque, ses parents pouvaient la faire rechercher et ramener de force jusqu'à ses 25 ans. 6 longues années pendant lesquelles ils seraient des fugitifs. Et puis il y avait Henri, son frère, qui la regardait de plus en plus étrangement, comme s'il savait. Henri qui avait 3 enfants à nourrir et un emploi qui ne tenait qu'à un fil. Ce fil étant la bienveillance de la famille Dubois. Le matin du 18 décembre, Madeleine s'était réveillée avec la certitude que c'était le dernier jour de son ancienne vie. Sa petite valise était cachée chez sa cousine Thérèse, la seule qui connaissait son secret. Dedans, 3 robes simples, quelques sous-vêtements, et la photo de sa mère prise avant la maladie. Elle avait pleuré en la glissant entre les vêtements, sachant qu'elle ne reverrait peut-être jamais le visage réel de celle qui l'avait mise au monde. André, de son côté, avait passé la nuit éveillé dans sa chambre de la rue de Ménilmontant. Sur la table, le billet de train acheté la veille, ce rectangle de carton qui représentait leur futur. Il l'avait touché 100 fois, vérifiant l'heure, la date, le quai. 21h47, quai numéro 3, direction Lyon-Perrache. Les 23 francs avaient été réunis sou par sou. Pas de café le matin, pas de vin le soir. Des semelles de chaussures rafistolées avec du carton. Chaque privation justifiée par l'image de Madeleine à ses côtés dans le train. Mais ce matin-là, un événement imprévu faillit tout compromettre. Léon Martel, l'usurier de Belleville, envoya 2 hommes à l'imprimerie. André les vit arriver de loin et se cacha dans l'arrière-boutique. Son patron, Monsieur Marchand, un homme bon qui fermait les yeux sur ses activités syndicales, mentit pour le protéger, disant qu'André était malade depuis 3 jours. Les hommes partirent en promettant de revenir. Le message était clair, ce soir ou jamais. À midi, Madeleine déjeuna avec sa famille pour la dernière fois. Sa mère, pâle comme un linge, avait fait un effort pour descendre à table. Elle parlait du mariage avec Charles, prévu pour janvier, des robes qu'il faudrait commander, de la réception à organiser. Madeleine acquiesçait en silence, le cœur déchiré. Son père, absorbé par ses colonnes de chiffres, ne remarqua rien. Mais Henri l'observait. Il avait vu la nervosité dans ses gestes, la façon dont elle évitait son regard. Après le repas, Henri la suivit discrètement quand elle dit qu'elle allait voir sa tante Augustine. Il la vit entrer chez sa cousine Thérèse et ressortir avec un petit sac. Son cœur se serra. Il savait. Sa petite sœur, celle qu'il avait portée sur ses épaules quand elle était enfant, s'apprêtait à détruire leur famille. Il pensa à ses propres enfants, à Marie qui toussait depuis des semaines, à Pierre qui grandissait trop vite pour ses vêtements, à la petite Jeanne qui demandait toujours pourquoi il n'y avait pas plus de pain sur la table. À 15 heures, Madeleine retrouva André au studio Delmas. C'était leur dernière folie, cette photo qui immortaliserait leur amour avant la fuite. Le photographe, Monsieur Delmas, un vieil homme qui avait vu passer tant de couples, sentit immédiatement la tension. Dans une interview donnée au Paris Match en 1960, il racontera qu'il n'avait jamais vu un couple aussi désespérément amoureux et aussi visiblement condamné. Pendant que la photo séchait, André et Madeleine s'assirent dans le petit salon d'attente. André sortit de sa poche un petit anneau de cuivre, fabriqué avec un morceau de tuyau récupéré à l'imprimerie. Ce n'était pas de l'or, s'excusa-t-il, mais c'était fait de ses mains. Il ne savait pas bien écrire, mais il savait travailler le métal. Madeleine le glissa à son doigt en pleurant. C'était le plus beau bijou qu'elle ait jamais reçu. Ils se séparèrent à 17 heures. Le plan était simple. Madeleine rentrerait chez elle, dînerait normalement avec sa famille, puis prétendrait une migraine pour se retirer tôt. Elle sortirait par la porte de service à 21 heures et retrouverait André devant la gare. Ils avaient répété le trajet 10 fois. 15 minutes de marche rapide, 20 si elle devait éviter les rues principales. André retourna à sa chambre pour prendre sa valise. En chemin, il croisa Jean-Baptiste, son collègue qui avait écrit ses lettres d'amour. Jean-Baptiste lui serra la main longuement, sachant qu'il ne le reverrait jamais. Dans cette poignée de main, il y avait tous les mots que les hommes de cette époque ne savaient pas dire. La fraternité, l'admiration pour son courage, la tristesse de perdre un ami. À 20 heures, Madeleine monta dans sa chambre.
Elle embrassa sa mère sur le front, plus longuement que d'habitude. Sa mère ouvrit les yeux et murmura qu'elle l'aimait, qu'elle voulait son bonheur. Madeleine faillit tout avouer à ce moment-là, mais elle se retint. Dans le couloir, elle croisa Henri. Il la regarda fixement et dit simplement qu'il sortait prendre l'air. Le piège était en place. À 20h45, Madeleine descendit l'escalier de service, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que toute la maison l'entendait. Elle portait son manteau de voyage et tenait son petit sac. La porte de service grinça légèrement quand elle l'ouvrit. L'air froid de décembre la gifla. Elle se mit à marcher rapidement, comptant les pas comme André lui avait appris. 100 pas jusqu'à la rue de la République, 200 jusqu'à la place du marché. À la gare de Lyon, André était déjà sur le quai. Il avait vérifié 3 fois le numéro. Quai 3. Le train était là, soufflant sa vapeur blanche dans la nuit froide. Les voyageurs montaient déjà. Des familles, des hommes d'affaires, des soldats en permission. Une vie normale dont il ferait bientôt partie avec Madeleine. Il regardait sa montre toutes les 30 secondes. 21h15, 21h20, 21h25. Elle avait encore le temps. 21h35. Madeleine courait maintenant, ses bottines claquant sur les pavés mouillés. Elle voyait la tour de l'horloge de la gare, ce phare dans la nuit qui représentait sa liberté. Plus que 200 mètres. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air glacé. Dans sa poche, elle serrait la photo prise l'après-midi, leur photo. La preuve que cet amour avait existé. C'est alors qu'elle sentit la main sur son bras. Ferme, familière, implacable. Henri. Il était sorti de l'ombre d'une porte cochère, exactement comme quand il jouait à cache-cache enfant. Sauf que cette fois, ce n'était pas un jeu. Dans ses yeux, elle ne vit pas la colère qu'elle redoutait, mais quelque chose de pire. Une tristesse infinie. Henri, qui n'avait jamais pleuré depuis la mort de leur grand-père, avait les yeux brillants de larmes. Il tenait son bras gauche, et de sa main droite, il lui montrait quelque chose. C'était une lettre. L'entête de la Banque Générale de Commerce était visible même dans la pénombre. Si Madeleine partait et causait un scandale, Henri perdrait son emploi dans l'heure. La lettre était claire. La respectabilité de la famille était une condition de son embauche. Elle pouvait entendre le sifflet du train. 1 fois, 2 fois, l'appel du départ imminent. Elle regarda son frère et vit derrière lui, comme des fantômes, ses 3 enfants. Marie qui toussait du sang certains matins, Pierre qui cachait sa faim derrière des sourires, Jeanne qui ne comprenait pas pourquoi papa rentrait si tard et si fatigué. Si Henri perdait ce travail, il finirait à la rue, en plein hiver, avec 3 enfants malades. Madeleine ouvrit la bouche pour crier. Si elle criait, quelqu'un viendrait. Elle pourrait se débattre, courir, peut-être atteindre le quai. André était là, à 200 mètres. Elle pouvait presque sentir son odeur de tabac et d'encre d'imprimerie. Mais crier signifiait créer un scandale public. Les journaux en parleraient. La fille Fournier enfuie avec un ouvrier. La honte retomberait sur toute la famille. Sa mère, déjà si faible, ne survivrait pas au déshonneur. 5 secondes. C'est le temps qu'elle eut pour décider. 5 secondes pour choisir entre son bonheur et la survie de sa famille. Dans ces 5 secondes, elle revit tout. Le visage d'André quand il lui avait donné l'anneau de cuivre, le sourire de sa mère ce matin, les mains de son père comptant désespérément l'argent qui manquait toujours, les yeux de ses neveux quand ils avaient faim. Elle ne cria pas. Elle baissa la tête et murmura seulement « Je sais ». Henri relâcha son bras, surpris. Il s'attendait à une lutte, des larmes, des reproches, mais Madeleine avait déjà tout compris. Son amour pour André était réel, profond, total. Mais il y avait d'autres amours, moins romantiques mais tout aussi vrais. L'amour pour une mère mourante, l'amour pour des enfants innocents, l'amour, même, pour ce frère qui la brisait en croyant la sauver. Le train siffla une dernière fois, 21h47. Sur le quai numéro 3, André regardait désespérément vers l'entrée de la gare. Elle avait promis. Elle avait juré. Il tenait leurs 2 billets dans sa main moite. Les derniers voyageurs montaient. Un contrôleur s'approcha de lui, demandant s'il montait.
Pas encore, répondit André. Ma fiancée arrive. Le contrôleur haussa les épaules. Elles ne viennent pas toujours, monsieur, dit-il avec une compassion bourrue. Madeleine entendit le train partir. Ce bruit de ferraille et de vapeur qui s'éloigne emporta avec lui tous ses rêves. Elle marchait maintenant à côté d'Henri, retournant vers sa prison dorée. Son frère ne disait rien. Que pouvait-il dire? Qu'il était désolé, qu'il n'avait pas le choix. Les mots étaient inutiles face à l'ampleur de ce qui venait de se briser. Sur le quai désert, André restait immobile. Le train était parti depuis 10 minutes, mais il ne bougeait pas. Un balayeur passa, ramassant les détritus de la journée. Les lumières de la gare commençaient à s'éteindre une par une. C'est alors qu'André comprit, pas d'un coup, mais lentement, comme une révélation qui monte du ventre jusqu'au cœur. Madeleine n'était pas venue non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais précisément parce qu'elle l'aimait. Si elle était venue, elle aurait porté pour toujours la culpabilité d'avoir détruit sa famille. Leur amour aurait été empoisonné par ce sacrifice. Chaque jour à Lyon, elle aurait pensé à sa mère morte sans sa fille, à son frère ruiné, à ses neveux affamés, et elle aurait fini par le haïr, lui, André, d'avoir été la cause de tant de malheurs. En ne venant pas, elle lui offrait le plus grand cadeau, la possibilité de la haïr, lui, de penser qu'elle l'avait trahi, qu'elle avait choisi le confort bourgeois. C'était plus facile de vivre avec la haine qu'avec la culpabilité. Elle portait seule le poids de cette décision, le sachant assez fort pour survivre à ce qu'il croirait être une trahison, mais trop fragile pour survivre à sa culpabilité à elle. André plia soigneusement les 2 billets de train et les mit dans sa poche, à côté de la photo. Il ne les jetterait jamais. Des années plus tard, quand on viderait son appartement de Lyon après sa mort, on les trouverait dans une boîte en fer, avec la photo et une note. Elle m'a plus aimé en ne venant pas qu'en venant. Le billet non utilisé fut donné aux archives de la gare de Lyon lors de sa rénovation en 1987. 5 jours après cette nuit de décembre, le Petit Parisien publiait dans sa rubrique mondaine l'annonce des fiançailles de mademoiselle Madeleine Fournier avec maître Charles Dubois, jeune avocat prometteur du barreau de Paris. La cérémonie de mariage était prévue pour le 15 janvier 1921. Les archives de l'état civil confirment que le mariage eut bien lieu à cette date, à la mairie du 8e arrondissement, suivi d'une messe à l'église de la Madeleine. André avait quitté Paris le lendemain de la nuit fatidique, sans dire au revoir à personne, sauf à Jean-Baptiste qui trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Dedans, une simple phrase, écrite de la main malhabile d'André. « Dis au syndicat que je continue le combat ailleurs. » Pierre Dufour, l'ami de Lyon, l'accueillit sans poser de questions. André devint un des meilleurs typographes de la ville, connu pour sa précision maniaque et son engagement syndical. Ce que personne ne savait, c'est qu'André avait appris à écrire. Vraiment écrire. Chaque soir, après le travail, il s'exerçait. Des pages et des pages de lettres qu'il n'enverrait jamais. Des lettres à Madeleine, où il lui racontait sa journée, ses petites victoires, ses grandes défaites. Ces lettres, retrouvées après sa mort en 1963, forment aujourd'hui un témoignage poignant conservé aux archives municipales de Lyon. Dans aucune, il ne lui reproche son absence. Dans toutes, il la remercie de lui avoir appris ce qu'était l'amour. Madeleine devint Madame Dubois et joua parfaitement son rôle. Charles était un homme correct, ni cruel, ni particulièrement tendre. Il lui donna 3 enfants qu'elle aima de tout son cœur, même si ce cœur avait été brisé un soir de décembre 1920. Sa mère vécut encore 2 ans grâce aux soins payés par Charles. Henri conserva son emploi et put élever ses enfants dignement. La petite Marie survécut à sa tuberculose et devint institutrice. Mais Madeleine gardait des secrets. Dans une boîte à chapeaux, au fond de son armoire, elle conservait 3 choses. La photo prise au studio d'Elmas, l'anneau de cuivre qu'André lui avait donné, et le billet de train pour Lyon qu'elle avait acheté mais jamais utilisé. Oui, elle aussi avait un billet. Elle l'avait acheté la veille, avec l'argent économisé en cachette pendant des mois. Elle était vraiment prête à partir. Charles ne découvrit jamais ces objets, mais leur fille aînée, Suzanne, les trouva en 1945
en aidant sa mère à déménager après la mort de Charles pendant la guerre. Madeleine lui raconta alors une version édulcorée de l'histoire. Un amour de jeunesse impossible à cause des différences sociales. Suzanne n'insista pas, mais elle remarqua que sa mère pleurait en tenant la photo. En 1960, un événement extraordinaire faillit se produire. André, devenu secrétaire général du syndicat des typographes de Lyon, devait participer à un congrès national à Paris. Madeleine, veuve depuis 15 ans, vivait seule dans un petit appartement près du Luxembourg. Par une de ces ironies du destin, le congrès se tenait dans un hôtel de la rue de la République, la même rue qu'elle avait descendue en courant 40 ans plus tôt. Le matin du congrès, André sortit marcher. Ses pas le menèrent, sans qu'il l'ait vraiment décidé, vers la gare de Lyon. Le quai numéro 3 existait toujours. Il s'assit sur un banc et sortit la photo de sa poche. Elle était jaunie, cornée, mais les visages étaient toujours visibles. Au même moment, à 2 kilomètres de là, Madeleine sortait de chez elle pour sa promenade quotidienne. Elle aussi avait sorti la photo ce matin-là, prise d'une nostalgie plus forte que d'habitude. Ils ne se croisèrent pas. André rentra à Lyon le soir même. Madeleine continua ses promenades solitaires. Mais cette année-là, chacun de leur côté, ils prirent une décision similaire. André commença à écrire ses mémoires pour le syndicat, incluant un chapitre sur l'importance de l'éducation et de l'alphabétisation des ouvriers. Madeleine commença à faire du bénévolat pour alphabétiser des femmes immigrées, leur apprenant à lire et écrire le français. En 1970, sentant sa fin proche, Madeleine écrivit au dos de la photo ces mots tremblants. André-L. Le seul homme que j'ai vraiment aimé. MFD, elle mourut 2 ans plus tard, le 18 décembre 1972, exactement 52 ans après la nuit où elle n'était pas venue. Sa petite fille, en triant ses affaires, trouva la photo et la boîte avec les souvenirs. Elle ne comprit pas tout de suite l'importance de ces objets, jusqu'à ce qu'elle découvre dans un livre sur l'histoire du mouvement ouvrier lyonnais, une photo d'André Lambert, avec une notice biographique mentionnant son départ précipité de Paris en décembre 1920. Cette petite fille, devenue historienne, mena son enquête. Elle retrouva les archives du studio Delmas, les lettres d'André, les documents familiaux. Elle reconstitua l'histoire et comprit enfin pourquoi sa grand-mère avait toujours eu ce regard mélancolique quand elle regardait les couples d'amoureux dans le jardin du Luxembourg. L'histoire de Madeleine et André nous enseigne que l'amour véritable ne se mesure pas toujours à ce qu'on est prêt à sacrifier pour être ensemble, mais parfois à ce qu'on est prêt à sacrifier pour protéger l'autre de la culpabilité. Madeleine avait choisi de porter seule le poids de la séparation pour qu'André puisse vivre libre de remords. André avait choisi de transformer sa douleur en force pour aider d'autres à s'élever par l'éducation. Aujourd'hui, la photo originale est conservée au musée Carnavalet dans la section dédiée à la vie parisienne de l'entre-deux-guerres. Une petite plaque indique simplement « Couple anonyme, Studio Delmas, 1920 ». Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, cette photo raconte bien plus. Elle raconte que parfois, ne pas prendre le train qu'on attendait peut être le plus grand acte d'amour. Elle raconte que certains amours sont trop grands pour être vécus, mais assez forts pour transformer 2 vies à distance. Elle raconte qu'en cette nuit de décembre 1920, sur le quai numéro 3 de la gare de Lyon, l'absence de Madeleine fut la plus belle preuve d'amour qu'André ait jamais reçue, même s'il lui fallut des années pour le comprendre. Parfois, les plus grands gestes d'amour ne consistent pas à courir vers quelqu'un, mais à savoir s'arrêter pour protéger ceux qui dépendent de nous. L'histoire de Madeleine et André nous rappelle que l'amour véritable n'est pas seulement passion et promesse, mais aussi sacrifice silencieux et responsabilité assumée. Ce récit dramatique, inspiré de faits réels de l'époque, nous enseigne que certaines décisions brisent un cœur mais sauvent des vies, et que la mémoire de ces choix continue d'habiter les générations suivantes. Et vous pensez-vous qu'il est plus difficile de vivre avec l'absence d'un amour, ou avec la culpabilité d'avoir détruit une famille? Avez-vous déjà connu une histoire où un sacrifice a changé le destin de plusieurs personnes? Selon vous, la fidélité doit-elle toujours être envers l'être aimé,
ou peut-elle aussi être envers la famille? Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette histoire, écrivez le mot « sacrifice » dans les commentaires, pour que nous sachions que vous avez partagé ce voyage jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez, et si vous le souhaitez, racontez une histoire de vos anciens parents ou grands-parents, un souvenir qui pourrait inspirer d'autres récits pour ce canal. Merci de faire vivre cette mémoire avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de partager autour de vous et de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre histoire inspirée de la vie réelle et des photos oubliées.